Dans le brick, en revenant tous les hommes, hormis Jean, sommeillèrent. Bosir et Roland s'abattaient toutes les 5 minutes sur une épaule voisine qui le repoussait d'une secousse. Il se redressait alors, cessait de ronfler, ouvrait les yeux, murmurait « Bien, Botton !» et retombait presque aussitôt de l'autre côté. Lorsqu'on entra dans le Havre, le rengourdissement était si profond qu'il eurent beaucoup de peine à le secouer, et Bossu refusa même de monter chez Jean où le thé les attendait. On dut le déposer devant sa porte. Le jeune avocat, pour la première fois, allait coucher dans son logis nouveau, et une grande voix, un peu puérile, l'avait saisi tout à coup de montrer justement ce soir-là à sa fiancée l'appartement qu'elle habiterait bientôt. La bonne était partie, Madame Roland ayant déclaré qu'elle ferait chauffer l'eau et servirait elle-même, car elle n'aimait pas laisser veiller les domestiques, par crainte du feu. Personne autre qu'elle, son fils et les ouvriers n'étaient encore entrés, afin que la surprise fût complète, qu'on en verrait combien c'était joli. Dans les vestibules, Jean pria qu'on attendît. Il voulait allumer les bougies et les lampes, et il laissa dans l'obscurité Madame Rosémilie, son père et son frère, puis il cria « Arrivez !» En ouvrant toute grande la porte, à 2 battants, la galerie vitrée éclairée par un lustre et des verres de couleur cachés dans les palmiers. Les caoutchoucs et les fleurs apparaissaient d'abord pareils à un décor de théâtre. Il y eut une seconde d'étonnement. Roland, émerveillé de ce luxe, murmura nom d'un chien, saisi par l'envie de battre des mains, comme devant les apothéoses. Puis, on pénétra dans le premier salon petit, tendu avec une étoffe vieille or, pareille à celle des sièges. Les grands salons de consultation très simples d'un rouge saumon pâle, avaient grand air. Jean s'assit dans le fauteuil, devant son bureau chargé de livres, et d'une voix grave, un peu forcée, oui, madame, les textes de loi sont formels et me donnent, avec les sentiments que je vous avais annoncés, l'absolue certitude qu'avant 3 mois l'affaire dont nous nous sommes entretenus recevra une heureuse solution. Il regardait madame Rosémilie qui se mit à sourire en regardant madame Roland, et madame Roland lui prenant la main la serra. Jean radieux fit une gambade de collégien et s'écria « Hein, comme la voix porte bien, il serait excellent pour plaider ce salon. » Il se mit à déclamer. Si l'humanité seule, si ce sentiment de bienveillance naturelle que nous éprouvons pour toute souffrance devait être le mobile de l'acquittement que nous solussions de vous, nous ferions appel à votre pitié, messieurs les jurés, à votre cœur de père et d'homme, mais nous avons pour nous le droit, et c'est la seule question du droit que nous allons soulever devant vous. Pierre regardait ce logis qui aurait pu être le sien, et il s'irritait des gamineries de son frère, le jugeant décidément trop niais et pauvre d'esprit. Madame Roland ouvrit une porte à droite. « Voici la chambre à coucher, dit-elle. » Elle avait mis à l'appareil tout son amour de mère. La tenture était en crétonne de Rouen qui imitait la vieille toile normale. Un dessin, une bergère dans un médaillon que fermaient les becs unis de 2 colombes. Donné au mur, au rideau, au lit, au fauteuil, un air galant et champêtre tout à fait gentil. « Oh, c'est charmant, » dit madame Rosémilie, devenue un peu sérieuse en entrant dans cette pièce. « Cela vous plaît ?» demanda Jean. « Énormément. Si vous saviez comme ça me fait plaisir. » Ils se regardèrent une seconde avec beaucoup de tendresse confiante au fond des yeux. Elle était gênée un peu cependant, un peu confuse, dans cette chambre à coucher qui serait sa chambre nuptiale. Elle avait remarqué en entrant que la couche était très large. Une vraie couche de ménage choisie par madame Roland qui avait prévu sans doute et désiré le prochain mariage de son fils. Et cette précaution de mère lui faisait plaisir cependant, semblait lui dire qu'on l'attendait dans la famille. Puis, quand on fit rentrer dans le salon, Jean ouvrit brusquement la porte de gauche et on aperçut la salle à manger ronde, percée de 3 fenêtres et décorée en lanterne japonaise. La mère et le fils avaient mis toute la fantaisie dont il était capable. Cette pièce à meubles de bambou, à magots, à potiches, à soieries, pailletées d'or,
Astors transparents où des perles de verre semblaient des gouttes d'eau. À éventail cloué au mur pour maintenir les étoffes avec ses écrans, ses sabres, ses masques, ses grues faites en plumes véritables. Tous ces menus bibelots de porcelaine, de bois, de papier, d'ivoire, de nacre et de bronze avaient l'aspect prétentieux et maniéré que dans les mains inhabiles et les yeux ignorants aux choses qui exigent le plus de tact, de goût et d'éducation artiste. Ce fut celle cependant qu'on admira le plus. Pierre seul fit des réserves avec une ironie un peu amère dont son frère se sentit blessé. Sur la table, les fruits se dressaient en pyramide et les gâteaux s'élevaient en monuments. On n'avait guère faim, on suça les fruits et on grignota les pâtisseries plutôt qu'on ne les mangea. Puis, au bout d'une heure, Madame Rosémilly demanda la permission de se retirer. Il fut décidé que le père Roland l'accompagnerait à sa porte et partirait immédiatement avec elle, tandis que Madame Roland, en l'absence de la bonne, jetterait son coup d'œil de mère sur le logis afin que son fils ne manquât de rien. « Faut-il revenir te chercher ?» demanda Roland. Elle hésita puis répondit « Non, mon gros, couche-toi, Pierre me ramènera. » Dès qu'ils furent partis, il souffla les bougies, serra les gâteaux, le sucre et les liqueurs dans un meuble dont la clé fut remise à Jean. Puis elle passa dans la chambre à coucher, entr'ouvrit le lit, retarda si la carafe était remplie d'eau fraîche et la fenêtre bien fermée. Pierre et Jean étaient demeurés dans le petit salon, celui-ci encore froissé de la critique faite sur son goût, et celui-là de plus en plus agacé de voir son frère dans ce logis. Fumaient assis tous les deux sans se parler. Pierre tout à coup se leva. « Christi, dit-il, la veuve avait l'air bien vanée ce soir. Les excursions ne lui réussissent pas. » Jean se sentit soulevé soudain par une de ces promptes et furieuses colères, de débonnaire blessé au cœur. Le souffle lui manquait, tant son émotion était vive, et il balbutia. « Je te défends désormais de dire la veuve quand tu parleras de Madame Rosémilly. » Pierre se tourna vers lui, hautain. « Je crois que tu me donnes des ordres. Deviens-tu fou par hasard ?» Jean aussitôt s'était dressé. « Je ne deviens pas fou, mais j'en ai assez de tes manières envers moi. » Pierre ricana. « Envers toi, est-ce que tu fais partie de Madame Rosémilly ? » « Sache que Madame Rosémilly va devenir ma femme. » L'autre rit plus fort. « Ah, très bien. Je comprends maintenant pourquoi je ne devrais plus l'appeler la veuve. Mais tu as pris une drôle de manière pour m'annoncer ton mariage. Je te défends de plaisanter. Tu entends, je te le défends. » Jean s'était approché, pâle, la voix tremblante, exaspéré de cette ironie, poursuivant la femme qu'il aimait et qu'il avait choisie. Mais Pierre soudain devint aussi furieux. Tout ce qui s'amassait en lui de colère impuissante, de rancune écrasée, de révolte domptée depuis quelque temps et de désespoir silencieux, lui montant à la tête, l'étourdit comme un coup de sang. « Tu oses, et moi je t'ordonne de te taire. Tu entends, je te l'ordonne. » Jean, surpris de cette violence, se tut quelques secondes cherchant dans ce trouble d'esprit où nous jette la fureur, la chose, la phrase, le mot qui pourrait blesser son frère jusqu'au cœur. Il reprit, en s'efforçant de se maîtriser pour bien frapper, de ralentir sa parole pour la rendre plus aiguë. « Voilà longtemps que je te sais jaloux de moi, depuis le jour où tu as commencé à dire la veuve, parce que tu as compris que cela me faisait mal. » Pierre poussa un de ces rires stridents et méprisants qui lui étaient familiers. « Ah, mon Dieu, jaloux de toi? Moi? Moi, et de quoi? De quoi, mon Dieu? De ta figure ou de ton esprit? » Mais Jean sentit bien qu'il avait touché la plaie de cette âme. « Oui, tu es jaloux de moi et jaloux depuis l'enfance, et tu es devenu furieux quand tu as vu que cette femme me préférait et qu'elle ne voulait pas de toi. » Pierre bégayait, exaspéré de cette supposition. « Moi, jaloux de toi, à cause de cette cruche, de cette dinde, de cette oie grasse. »
Jean qui voyait porter secours et pris. Et le jour où tu as essayé de ramer plus fort que moi dans la perle, et tout ce que tu dis devant elle pour te faire valoir, mais tu crèves de jalousie, et quand cette fortune m'est arrivée, tu es devenu enragé, et tu m'as détesté. Et tu l'as montré de toutes les manières, et tu as fait souffrir tout le monde. Et tu n'es pas une heure sans cracher la bile qui t'étouffe. Pierre ferma ses poings de fureur avec une envie irrésistible de sauter sur son frère et de le prendre à la gorge. « Ah, tais-toi, cette fois ne parle point de cette fortune. » Jean se cria. « Mais la jalousie te soigne de la peau. Tu ne dis pas un mot à mon père, à ma mère ou à moi, ou elle n'éclate. Tu feins de me mépriser parce que tu es jaloux. Tu cherches querelle à tout le monde parce que tu es jaloux. Et maintenant que je suis riche, tu ne te contiens plus. Tu es devenu venimeux. Tu tortures notre mère comme si c'était sa faute. » Pierre avait reculé jusqu'à la cheminée, la bouche entr'ouverte, l'œil dilaté, en proie à une de ces folies de rage qui font commettre des crimes. Il répéta d'une voix plus basse, mais à l'entente. « Tais-toi, tais-toi donc. » « Non, voilà longtemps que je voulais te dire ma pensée entière. Tu m'en donnes l'occasion, tant pis pour toi. J'aime une femme. Tu le sais et tu la railles devant moi. Tu me pousses à bout, tant pis pour toi. Mais je casserai tes dents de vipère, moi. Je te forcerai à me respecter. » « Te respecter, toi? Oui, moi. Te respecter, toi, qui nous as tout déshonorés par ta cupidité? Tu dis, répète, répète. Je dis qu'on n'accepte pas la fortune d'un homme qu'on en passe pour le fils d'un autre. » Jean demeurait immobile, ne comprenant pas, effaré devant l'insinuation qu'il présentait. « Comment? Tu dis répète encore. » Tu dis que tout le monde chuchote, ce que tout le monde colporte, que tu es le fils de l'homme qui t'a laissé sa fortune. Eh bien, un garçon propre n'accepte pas l'argent qui déshonore sa mère. Pierre, Pierre, y songes-tu? Toi, c'est toi qui prononces. Toi qui prononces cette infamie? Oui, moi, c'est moi. Tu ne vois donc point que j'en crève de chagrin depuis un mois, que je passe mes nuits sans dormir, et mes jours à me cacher comme une bête, que je ne sais plus ce que je dis, ni ce que je fais, ni ce que je deviendrai, tant je souffre. Tant je suis affolée de honte et de douleur, car j'ai deviné d'abord et je sais maintenant. Pierre, tais-toi, maman est dans la chambre à côté. Songe qu'il peut nous entendre, qu'elle nous entend. Mais il fallait qu'il vidât son cœur, et il dit tout. Ses soupçons, ses raisonnements, ses luttes, sa certitude, et l'histoire du portrait encore une fois disparue. Il parlait par phrases courtes, hachait presque sans suite, des phrases d'hallucinés. Il semblait maintenant avoir oublié Jean et sa mère dans la pièce voisine. Il parlait comme si personne ne l'écoutait, parce qu'il devait parler, parce qu'il avait trop souffert, trop comprimé et refermé sa plaie. Il avait grossi comme une tumeur, et cette tumeur venait de crever. Éclaboussant tout le monde, il s'était mis à marcher comme il faisait presque toujours, et les yeux fixés devant lui. Gesticulant dans une frénésie de désespoir, avec des sanglots dans la gorge, des retours de honte contre lui-même, il parlait comme s'il eût confessé sa misère et la misère des siens, comme s'il eût jeté sa peine à l'air invisible et sourde où s'envolait sa parole. Jean, éperdu et presque convaincu soudain par l'énergie aveugle de son frère, s'était adossé contre la porte derrière laquelle il devinait que leur mère les avait entendus. Elle ne pouvait point sortir, il fallait passer par le salon. Elle n'était point revenue, donc elle n'avait pas osé. Pierre, tout à coup, frappant du pied, cria « Tiens, je suis un cochon d'avoir dit ça !» Et il s'enfuit, nu-tête, dans l'escalier. Le bruit de la grande porte de la rue, retombant avec fracas, réveilla Jean de la torpeur profonde où il était tombé. Quelques secondes s'étaient écoulées plus longues que des heures, et son âme s'était engourdie dans un hébétement d'idiot. Il sentait bien qu'il lui faudrait penser tout à l'heure et agir, mais il attendait, ne voulant même plus comprendre, savoir se rappeler par peur, par faiblesse, par lâcheté. Il était de la race des temporiseurs qui remettent toujours au lendemain.
Et quand il lui fallait sur le champ prendre une résolution, il cherchait encore par instinct à gagner quelques moments. Et le silence profond qui l'entourait maintenant après les vociférations de Pierre, ce silence subit des murs, des meubles avec cette lumière vive des 6 bougies et de 2 lampes, l'effraya si fort tout à coup qu'il eut envie de se sauver aussi. Alors il secoua sa pensée, il secoua son cœur, et il essaya de réfléchir. Jamais il n'avait rencontré une difficulté dans sa vie. Il est des hommes qui se laissent aller comme l'eau qui coule. Il avait fait ses classes avec soin pour n'être pas puni, et terminer ses études de droit avec régularité parce que son existence était calme. Toutes les choses du monde lui paraissaient naturelles sans éveiller autrement son attention. Il aimait l'ordre, la sagesse, le repos par tempérament, n'ayant point de repli dans l'esprit, et il demeurait devant cette catastrophe comme un homme qui tombe à l'eau sans avoir jamais nagé. Il essaya de douter d'abord. Son frère avait menti par haine et par jalousie. Et pourtant, comment aurait-il été assez misérable pour dire de leur mère une chose pareille s'il n'avait pas été lui-même égaré par le désespoir? Et puis, j'en gardais dans l'oreille, dans le regard, dans les nerfs, jusque dans le fond de la chair, certaines paroles, certains cris de souffrance, des intonations et des gestes de Pierre si douloureux qu'ils étaient irrésistibles, aussi irrécusables que la certitude. Il demeurait trop écrasé pour faire un mouvement ou pour avoir une volonté. Sa détresse devenait intolérable et il sentit que, derrière la porte, sa mère était là, qui avait tout entendu et qui attendait. Que faisait-elle? Pas un mouvement, pas un frisson, pas un souffle, pas un soupir ne révélait la présence d'un être derrière cette planche. Se serait-elle sauvée? Mais par où? Si elle s'était sauvée, elle avait donc sauté par la fenêtre dans la rue. Un sursaut de frayeur le souleva, si prompt et si dominateur qu'il enfonça plutôt qu'il n'ouvrit la porte et se jeta dans sa chambre. Elle semblait vide, une seule bougie l'éclairait, posée sur la commode. Jean s'élança vers la fenêtre. Elle était fermée, avec les volets clos. Il se retourna fouillant les coins noirs de son regard anxieux. Et il s'aperçut que les rideaux du lit avaient été tirés. Il y courut et les ouvrit. Sa mère était étendue sur sa douche, la figure enfouie dans l'oreiller qu'elle avait ramené de ses 2 mains crispées sur sa tête pour ne plus entendre. Il la crut d'abord étouffée, puis l'ayant saisie par les épaules, il la retourna sans qu'elle lâchât à l'oreiller, qui lui cachait le visage et qu'elle mordait pour ne pas crier. Mais le contact de ce corps raidi, de ses bras crispés, lui communiqua la secousse de son indicible torture, l'énergie et la force dont elle retenait, avec ses doigts et avec ses dents, la toile gonflée de plumes sur sa bouche, sur ses yeux et sur ses oreilles, pour qu'il ne la vît point et ne lui parlât pas, lui firent deviner, par la commotion qu'il reçut, jusqu'à quel point on peut souffrir. Et son cœur, son simple cœur, fut déchiré de pitié. Il n'était pas un juge, lui-même un juge miséricordieux. Il était un homme plein de faiblesse et un fils plein de tendresse. Il ne se rappela rien de ce que l'autre lui avait dit. Il ne raisonna pas et ne discuta point. Il toucha seulement de ses 2 mains le corps inerte de sa mère, et ne pouvant arracher l'oreiller de sa figure, il cria en baisant sa robe. « Maman, ma pauvre maman, maman, regarde-moi !» Elle aurait semblé morte si tous les membres ne s'étaient parcourus d'un frémissement presque insensible, d'une vibration de corps tendu. Il répétait « Maman, maman, écoute-moi, ça n'est pas vrai. Je sais bien que ça n'est pas vrai. » Il eut un spasme, une suffocation, puis tout à coup, elle sanglota dans l'oreiller. Alors tous ses nerfs se détendirent, ses muscles raidis s'amollirent, ses doigts s'entr'ouvrirent, lâchèrent la toile, et il lui découvrit la face. Elle était toute pâle, toute blanche, et de ses paupières fermées on voyait couler des gouttes d'eau. L'ayant enlacée par le cou, il lui baisa les yeux, lentement par grands baisers désolés, qui se mouillaient à ses larmes, et il disait toujours «
Maman, ma chère maman, je sais bien que ça n'est pas vrai. Ne pleure pas, je le sais, ça n'est pas vrai. Elle se souleva, s'assit, le regarda, et avec un de ces efforts de courage qu'il faut, en certains cas, pour se tuer, elle lui dit « Non, c'est vrai mon enfant ». Ils restèrent sans parole, l'un devant l'autre pendant quelques instants. Encore, elle suffoqua, tendant la gorge, en renversant la tête pour respirer, puis elle se vainquit de nouveau et reprit. « C'est vrai, mon enfant. Pourquoi mentir? C'est vrai, tu ne me croirais pas si je mentais. » Elle avait l'air d'une folle. Saisi de terreur, il tomba à genoux près du lit en murmurant « Tais-toi, maman! Tais-toi !» Elle s'était levée avec une résolution et une énergie effrayantes. « Mais je n'ai plus rien à te dire, mon enfant. Adieu. » Et elle marcha vers la porte. Il la saisit à plein bras, criant « Qu'est-ce que tu fais, maman? Où vas-tu? » « Je ne sais pas. Est-ce que je sais, je n'ai plus rien à faire puisque je suis toute seule. » Elle se débattait pour s'échapper. La retenant, il ne trouvait qu'un mot à lui répéter. « Maman! 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 » Et elle disait dans ses efforts pour rompre cette étreinte. « Mais non, je ne suis plus ta mère maintenant. Je ne suis plus rien pour toi, pour personne, plus rien, plus rien. Tu n'as plus ni père ni mère, mon pauvre enfant. Adieu, adieu. » Il comprit brusquement que s'il la laissait partir, il ne la reverrait jamais, et l'enlevant, il la porta sur un fauteuil, l'assit de force, puis, s'agenouillant et formant une chaîne de ses bras. « Tu ne sortiras point d'ici, maman. Moi je t'aime et je te garde toujours, tu es à moi. » Il murmura d'une voix accablée. « Non, mon pauvre garçon, ça n'est plus possible. Ce soir tu pleures et demain tu me jetterais dehors. Tu ne me pardonnerais pas non plus. » Il répondit avec un si grand élan de si sincère amour. « Oh, moi, comme tu me connais peu !» Qu'elle poussa un cri, lui prit la tête par les cheveux à pleines mains, l'attira avec violence et le baisa éperdument à travers la figure. Puis, elle demeura immobile, la joue contre la joue de son fils, sentant à travers sa barbe la chaleur de sa chair, et elle lui dit tout bas dans l'oreille: « Non, mon petit Jean, tu ne me pardonnerais pas demain. Tu le crois et tu te trompes. Tu m'as pardonné ce soir, et ce pardon-là m'a sauvé la vie, mais il ne faut plus que tu me voies. » Il répéta en l'étreignant: « Maman, ne dis pas ça. »« Si, mon petit, il faut que je m'en aille. Je ne sais pas où, ni comment. Je m'y prendrai, ni ce que je dirai, mais il le faut. Je n'oserai plus te regarder, ni t'embrasser. Comprends-tu? » Alors, à son tour, il lui dit tout bas, dans l'oreille: « Ma petite mère, tu resteras parce que je le veux, parce que j'ai besoin de toi, et tu vas me jurer de m'obéir tout de suite. » « Non, mon enfant. Oh, maman, il le faut. Tu entends, il le faut. »« Non, mon enfant, c'est impossible. Ce serait nous condamner tout à l'enfer. Je sais ce que c'est, moi, que ce supplice-là, depuis un mois. Tu es attendri, mais quand ce sera passé, quand tu me regarderas comme me regarde Pierre, quand tu te rappelleras ce que je t'ai dit. Oh, mon petit Jean, songe que je suis ta mère. Je ne veux pas que tu me quittes. Maman, je n'ai que toi. Mais pense, mon fils, que nous ne pourrons plus nous voir sans rougir tous les deux, sans que je me sente mourir de honte et sans que tes yeux fassent baisser les miens. »« Ça n'est pas vrai, maman. »« Oui, c'est vrai. Oh, j'ai compris. Va, toutes les luttes de ton pauvre frère, toutes depuis le premier jour. Maintenant, lorsque je devine son pas dans la maison, mon cœur saute à briser ma poitrine. Lorsque j'entends sa voix, je sens que je vais m'évanouir. Je t'avais encore, toi, maintenant, je ne t'ai plus.
Oh, mon petit Jean, crois-tu que je pourrais vivre entre vous deux? Oui, maman, je t'aimerai tant que tu n'y penseras plus. Oh, oh, comme si c'était possible. Oui, c'est possible. Comment veux-tu que je n'y pense plus entre ton frère et toi? Est-ce que vous n'y penserez plus, vous? Moi, je te le jure. Mais tu y penseras à toutes les heures du jour. Non, je te le jure, oui. Écoute, si tu pars, je m'engage et je me fais tuer. Elle fut bouleversée par cette menace pérille et étreignait Jean en le caressant avec une tendresse passionnée. Il reprit. Je t'aime plus que tu ne crois. Va bien plus, bien plus. Voyons, sois raisonnable. Essaie de rester seulement 8 jours. Veux-tu me promettre 8 jours? Tu ne peux pas me refuser ça. Elle posa ses deux mains sur les épaules de Jean et le tenant à la longueur de ses bras. Mon enfant, tâchons d'être calme et de ne pas nous attendir. Laisse-moi te parler d'abord. Si je devais une seule fois entendre sur tes lèvres ce que j'entends depuis un mois dans la bouche de ton frère, si je devais une seule fois voir dans tes yeux ce que je lis dans les siens, si je devais deviner rien que par un mot ou par un regard que je te suis odieuse comme à lui, 1 heure après, tu entends, 1 heure après, je serai partie pour toujours. Maman, je te le jure, laisse-moi parler. Depuis un mois, j'ai souffert tout ce qu'une créature peut souffrir. À partir du moment où j'ai compris que ton frère, que mon autre fils me soupçonnait, et qu'il devinait minute par minute la vérité, tous les instants de ma vie en étaient un martyre qu'il est impossible de t'exprimer. Elle avait une voix si douloureuse que la contagion de sa torture emplit de larmes les yeux de Jean. Il voulait l'embrasser, mais elle le repoussa. Laisse-moi, écoute, j'ai encore tant de choses à te dire pour que tu comprennes, mais tu ne comprendras pas. C'est que si je devais rester, il faudrait... Non, je ne peux pas. Dis, maman, dis. Eh bien, oui, au moins je ne t'aurais pas trompé. Tu veux que je reste avec toi, n'est-ce pas? Pour cela, pour que nous puissions nous voir encore, nous parler, nous rencontrer toute la journée dans la maison, car je n'ose plus ouvrir une porte dans la peur de trouver ton frère derrière elle. Pour cela, il faut, non pas que tu me pardonnes, rien ne fait plus de mal qu'un pardon, mais que tu ne m'en veuilles pas de ce que j'ai fait. Il faut que tu te sens assez fort, assez différent de tout le monde pour te dire que tu n'es pas le fils de Roland, sans rougir de cela et sans me mépriser. Moi, j'ai assez souffert. J'ai trop souffert, je ne peux plus, non, je ne peux plus. Et ce n'est pas d'hier. Va, c'est de longtemps. Mais tu ne pourras jamais comprendre ça, toi. Pour que nous puissions encore vivre ensemble et nous embrasser, mon petit Jean, dis-toi bien que si j'ai été la maîtresse de ton père, j'ai été encore plus sa femme, sa vraie femme, que je n'en ai pas honte au fond du cœur, que je ne regrette rien, que je l'aime encore tout mort qui est, que je l'aimerai toujours, que je n'ai aimé que lui, qu'il a été toute ma vie, toute ma joie, tout mon espoir, toute ma consolation, tout pour moi, pendant si longtemps. Écoute, mon petit, devant Dieu qui m'entend, je n'aurais jamais rien eu de bon dans l'existence si je ne l'avais pas rencontré. Jamais rien, pas une tendresse, pas une douceur, pas une de ces heures qui nous font tant regretter de vieillir. Rien, je lui dois tout. Je n'ai eu que lui au monde, et puis vous deux, ton frère et toi. Sans vous, ce serait vide, noir et vide comme la nuit. Je n'aurais jamais aimé rien, rien connu, rien désiré. Je n'aurais pas seulement pleuré, car j'ai pleuré, mon petit Jean. Oh oui, j'ai pleuré depuis que nous sommes venus ici. Je m'étais donnée à lui tout entière, corps et âme, pour toujours avec bonheur, et pendant plus de 10 ans, j'ai été sa femme comme il a été mon mari devant Dieu, qui nous avait fait l'un pour l'autre. Et puis, j'ai compris qu'il m'aimait moins. Il était toujours bon et prévenant, mais
Je n'étais plus pour lui ce que j'avais été. C'était fini. Oh, que j'ai pleuré, comme c'est misérable et trompeur la vie. Il n'y a rien qui dure. Et nous sommes arrivés ici, et jamais je ne l'ai plus revu. Jamais il n'est venu. Il promettait dans toutes ses lettres. Je l'attendais toujours, et je ne l'ai plus revu. Et voilà qu'il est mort. Mais il nous aimait encore puisqu'il a pensé à toi. Moi, je l'aimerai jusqu'à mon dernier soupir et je ne le renierai jamais. Et je t'aime parce que tu es son enfant et je ne pourrai pas avoir honte de lui devant toi. Comprends-tu? Je ne pourrai pas. Si tu veux que je reste, il faut que tu acceptes d'être son fils et que nous parlions de lui quelquefois et que tu l'aimes un peu et que nous pensions à lui quand nous nous regarderons. Si tu ne veux pas, adieu mon petit. Il est impossible que nous restions ensemble maintenant. Je ferai ce que tu décideras. Jean répondit d'une voix douce. Reste, maman. Elle le serra dans ses bras et se remit à pleurer. Puis elle reprit, la joue contre sa joue. Oui, mais Pierre, qu'allons-nous devenir avec lui? Jean murmura. Nous trouverons quelque chose, tu ne peux plus vivre auprès de lui. Au souvenir de l'aîné, il fut crispé d'angoisse. Non, je ne puis plus, non, non. Et se jetant sur le cœur de Jean, il s'écria, l'âme en tendresse, en détresse. Sauve-moi de lui, toi mon petit, sauve-moi, fais quelque chose, je ne sais pas, trouve, sauve-moi. Oui, maman, je chercherai. Tout de suite, il faut. Tout de suite, ne me quitte pas. J'ai si peur de lui, si peur. Oui, je trouverai, je te promets. Oh, mais vite, vite, tu ne comprends pas ce qui se passe en moi quand je le vois. Puis, il lui murmura tout bas dans l'oreille. Garde-moi ici chez toi. Il hésita, réfléchit et comprit avec son bon sens positif le danger de cette combinaison, mais il dut raisonner longtemps, discuter, combattre avec des arguments précis son affolement et sa terreur. Seulement ce soir, disait-elle, seulement cette nuit, tu feras dire demain à Roland que je me suis trouvée malade. Ce n'est pas possible, puisque Pierre est rentré. Voyons, aie du courage. J'arrangerai toujours, je te le promets, dès demain. Je serai à 9h à la maison. Voyons, mets ton chapeau, je vais te reconduire. Je ferai ce que tu voudras, dit-elle, avec un abandon enfantin, craintif et reconnaissant. Elle essaya de se lever. Mais la secousse avait été trop forte. Elle ne pouvait encore se tenir sur ses jambes, alors il lui fit boire de l'eau sucrée, respirer de l'alcali, et il lui lava les tempes avec du vinaigre. Elle se laissait faire, brisée et soulagée comme après un accouchement. Elle put enfin marcher et prit son bras. 3 heures sonnaient quand ils passèrent à l'hôtel de vie. Devant la porte de leur logis, il l'embrassa et lui dit « Adieu maman, bon courage ». Elle monta à pas furtifs l'escalier silencieux, entra dans sa chambre, se devêtit bien vite et se glissa, avec l'émotion retrouvée des adultères anciens, auprès de Roland qui ronflait. Seule dans la maison, Pierre ne dormait pas et l'avait entendu revenir.